Bonjour et bienvenue sur le plateau de Norvège Télévision. Nous consacrons une émission spéciale à Faisal Hanesh qui est parti donc en expédition en pôle Nord à pied en solitaire. Il a parcouru 400 km sur la banquise à pied tout seul et il va nous raconter un petit peu cet exploit. Donc Faisal Hanesh, bonjour. Bonjour. C'est un privilège de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Quelles étaient vos motivations, Faisal ? Les motivations pour faire l'expédition, ça vient de loin parce que ça a été un projet que j'ai commencé à avoir en tête déjà il y a une douzaine d'années quand je vivais en Norvège. J'étais en école de montagne dans les îles Lofoten et en réalité c'est pas quelque chose que j'avais planifié quand enfant. Je vais dire ouais, je vais faire le pôle Nord, et même je me doutais même pas que j'allais faire ça. Mais ça a été en côtoyant des gens qui l'ont fait, et en pratiquant d'abord, et puis de fil en aiguille, on s'améliore, et puis après, ultimement, c'est les expéditions pôle Nord et pôle Sud. C'est l'objectif un peu de tous les explorateurs, pas les explorateurs, mais je veux dire un peu les pratiquants d'activités en plein air dans les pays comme la Norvège, le Canada, etc. Donc moi ça a été c'était un peu une suite logique à toute cette expérience que j'avais acquis en traversant la Laponie, en faisant beaucoup d'expéditions dans les îles Lofoten. J'avais fait le Spitsberg aussi, tout ça en groupe. C'était il y a une douzaine d'années. La première expédition dans le Spitsberg, c'était 3 semaines avec l'université populaire des îles Lofoten. Et puis ça va très très vite. Bon, on y va petit à petit. D'abord on voit une seule journée, ensuite 2, 3, 4. Et après on finit les expéditions. On en fait jusqu'à... La plus grande expédition que j'avais faite, c'est 4 semaines. C'était à traverser la Scandinavie. De la côte suédoise jusqu'à la côte atlantique norvégienne. Voilà. Et puis maintenant, je veux dire, après mon année dans les îles Lofoten, j'ai essayé de me donner le maximum de moyens pour pouvoir faire ces expéditions. D'abord, j'avais pensé à aller faire l'expédition antarctique, parce que dans la réalité, l'Antarctique est moins dangereux que l'Arctique. Parce que donc le pôle Nord, c'est quand même pas le Vercors. Alors, vous êtes valentinois d'origine. Oui. On peut passer une journée à Villars. Bon, il fait peut-être moins 10, moins 15. Ça s'arrête là. Au pôle Nord, il fait moins 40, moins 45. Il y a la banquise aussi qui est plus ou moins épaisse, donc il faut regarder un petit peu où on marche pour pas tomber. Il y a beaucoup de dangers qu'on relatera un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même une expédition dangereuse et ça reste quand même un exploit. C'est pas de marcher sur de la neige comme on peut le faire n'importe où en montagne en France, quoi. C'est vrai que c'est différent dans ce sens-là, que c'est la dangerosité. Bon, c'est vrai que c'est aussi dangereux dans les Alpes, mais l'Arctique, c'est ce que j'ai connu le plus dangereux, parce que même en restant dans un endroit, tout simplement en ayant planté sa tente, la banquise elle peut s'ouvrir pendant le temps de repos dans la tente, s'ouvrir, et puis on coule avec sa tente et ses équipements. Donc c'est ce côté-là, oui, il y a aussi il y a aussi la faune quand on est un peu plus au sud, où il y a beaucoup plus d'ours polaires, mais on n'est pas à l'abri même plus haut d'ours polaires. Et puis il y a aussi ce mouvement constant. C'est ça qui c'est la plus grosse difficulté dans cette expédition au pôle Nord. Ça a été ça. Si on veut comparer par exemple avec le Vercors, c'est vrai que le Vercors, quand on sait que il y a un arbre qui est à cet endroit-là, on revient demain, l'arbre est au même endroit, et même cet arbre il va nous servir de repère. Tandis que là-bas, c'est pas du tout ça. Je veux dire, il n'y a rien dans le relief qui peut nous aider à nous repérer, à avancer, parce qu'on peut par exemple utiliser, je sais pas, un monticule qui est à 2-3 km par exemple, et on avance, et qui est exactement dans l'axe pôle Nord, et en réalité ce monticule au fur et à mesure il va se déplacer, mais c'est imperceptible pour nous,
on va aller tout droit vers ce monticule, mais en réalité, il sera désaxé, on sera dirigé vers nord-ouest. Donc c'est très difficile d'accepter d'intégrer et d'assimiler cette donnée dans la manière dont on bouge, dont on planifie ses journées. Déjà il y a ça, et ça rajoute beaucoup de difficultés à l'expédition, parce que il faut bien une semaine pour pouvoir intégrer ça dans sa tête. Voilà. Après, au bout d'une semaine, on commence à bouger avec la banquise. On bouge vraiment bien, on bouge selon la banquise. Voilà. Donc on voit, bon, elle est en train de bouger nord-ouest. On sait à l'avance ce que ça donne une journée de progression avec un déplacement de la banquise à peu près 1 km par heure. Voilà. Donc on désaxe un peu son angle de visée. Hein, on va pas sur le nord, on va à l'opposé un peu du sens de déplacement de la banquise, et là on commence à s'ajuster pendant la journée. Donc c'est dur au début de faire ça. Et c'est une des plus grosses différences avec, par exemple, un endroit comme le Vercors. Ensuite, c'est vrai qu'il y a le froid est intense. Bon, j'ai eu des moments, parce que je connais un peu le Vercors, l'Anse-en-Vercors, je connais, comment ça s'appelle, La Chapelle, etc. Et Vassieux aussi. Et j'ai eu des froids là-bas. Bon, j'ai eu des moments où j'ai eu très froid. Mais comparé à l'Arctique, ça n'a rien à voir. Déjà, on vient, c'est un froid qui vous attrape la figure comme ça, et on est gelé tout le temps. D'ailleurs, même on est tellement gelé que à la fin, on ressent plus la douleur due au froid. Et c'est là où il est le danger. En réalité, c'est quand on n'a plus cette douleur qui est une alarme. En réalité, pour dire attention, hein, on est en train de dépasser. Eh bien, on ressent plus cette douleur, et c'est là où justement, on a les tissus qui sont brûlés par le froid, comme ça a été le cas pour ma pommette et pour mon nez. Voilà. Et il y a toutes ces, alors toutes cumulées à la fin, surtout avec ces histoires de banquises qui sont plus ou moins fines à les endroits, qui s'ouvrent. La banquise qui s'ouvre à certains endroits, et si on tombe dedans, on est en hypothermie, même si on a une balise de détresse, le temps que l'hélicoptère arrive, et si on n'a plus d'équipement, si l'équipement a plongé dans l'océan, on est sûr d'y passer, hein, pratiquement. Tout ça, tout cumulé, c'est vrai que c'est pas du tout le Vercors. Donc il y a la peur, il y a tous ces facteurs, et ça rajoute. Moi, j'aimerais dire, ouais, ça serait comme le Vercors, comme ça, mais c'est pas du tout ça. Combien de temps de préparation il a fallu pour mettre au point l'expédition, et est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'on vous laisse partir comme ça au pôle Nord sans avoir pris la précaution de savoir si vous êtes entraîné ou pas? Dans le pôle Nord, c'est à la discrétion de la compagnie de logistique. Pour le pôle Sud, pour l'Antarctique par exemple, ça dépend des instituts polaires du pays qui est en charge du territoire où l'on atterrit. Voilà. Donc les instituts polaires français, norvégiens, anglais, néo-zélandais, c'est eux qui décident, ils vous donnent l'autorisation ou pas, et il y a des conditions à remplir. Voilà. Mais pour le pôle Nord, c'est la base qui. Alors eux, ils font très attention que vous ayez d'abord vous ayez de l'expérience dans ce type d'entreprise. Ensuite, que vous ayez les moyens de secours nécessaires et de communication nécessaires, comme téléphone satellite, une balise de détresse, quoi d'autre encore. Toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que même une personne expérimentée peut y laisser sa peau. C'est pas une histoire d'être un crack ou pas, mais c'est l'environnement qui est tellement difficile. Rien n'est prévisible. Donc ils font attention, ils essayent de réduire un peu ce risque en contrôlant. Ensuite, c'était quoi déjà la question? Le temps de préparation. Le temps de préparation. Alors le temps de préparation, il est variable parce que la préparation en elle-même pour l'expédition, je ne parle pas de rassembler les fonds, mais juste le temps de préparation lui-même. En réalité, c'est toute l'expérience qu'on a acquis et on n'en a jamais assez. Mais moi, dans mon cas, ça a été depuis que j'ai quitté l'école de montagne, l'université de montagne des îles Lofoten, et c'était il y a 12 ans.
Voilà. Bon, il y a une parenthèse de 4 ans où j'ai vécu au Danemark, j'ai mis cette expédition en stand-by. Mais bon, on va dire que bon, il y a bien une dizaine d'années, presque une dizaine d'années de préparation pour cette expédition. Le stand-by, c'était le temps de permettre de récupérer les fonds financiers. Non, même pas. Non, même pas. C'est juste, ça a été un changement de style de vie, parce que je m'étais mis avec une petite amie au Danemark et c'est tout. Et là-bas au Danemark c'était impossible de continuer parce que le Danemark c'est très plat. On peut pas faire d'activité. Par contre c'est tout le reste du temps ça a été vraiment orienté dans la préparation et des expéditions. Alors là qu'est-ce qu'on fait? On va vivre dans des endroits où d'autres explorateurs se sont entraînés avant parce que c'est ces endroits qui s'y prêtent le mieux. Y a quoi d'autre encore? La préparation, c'est ça, c'est une dizaine d'années de tout l'argent qu'on a, on le dépasse là-dedans. Hein. C'est quoi d'autre encore? C'est sa vie qui tourne autour de ça. Hein. C'est même plus une passion ou quoi que ce soit. C'est le style de vie qui a complètement changé. Combien d'années à peu près? Une dizaine. Une dizaine, facilement. Ouais. Et là, pour l'Antarctique, ça aurait fait presque 10 ans, dans un an à peu près, où j'aurais 10 ans de préparation pour cette expédition. On rappelle un petit peu les dates. Donc vous êtes parti en mars 2013 et vous avez mis à peu près 17 jours pour faire 400 km à pied jusqu'au pôle Nord géographique. Là, vous avez planté des drapeaux. Drapeau de Valence, d'ailleurs on peut le voir sur la photo, drapeau français et puis le drapeau de l'école où vous étiez à Valence. Du lycée Montesquieu, oui. Le lycée professionnel Montesquieu, qui sont partenaires de l'expédition, avec des élèves qui ont suivi un peu les expéditions. Et c'est vrai que, alors il y a eu l'expédition, c'était 17 jours, mais il y a eu aussi l'approche. En réalité, l'expédition, elle a commencé à partir de quand je suis parti de Oslo, parce qu'il fallait aller à Longyearbyen, dans Spitsberg. Bon, là-bas, il n'y avait pas de progression à faire ou quoi que ce soit. Il y avait la tente, qui est des bonnes conditions météo pour pouvoir atterrir. Ensuite, l'expédition en elle-même, ça a été 17 jours. Voilà. Et il y avait quoi d'autre encore? Il y avait 17 jours de peur, de difficultés. Oui, tout cumulé, oui. Alors la peur, il y a une chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est que il y a une peur qui vous étreint déjà le premier jour. Parce que tout est à faire, déjà. Donc le premier jour, on rappelle, vous êtes déposé par hélicoptère au milieu de la banquise à 3 degrés, je crois, du pôle Nord. C'est ça. Et au milieu de rien, avec quelques ours qui se promènent. Et puis le parti de là, vous êtes tout seul pour marcher jusqu'au pôle Nord. Exactement, et même au-delà du pôle Nord. Et c'est vrai que il y a cette peur. De toute façon, déjà, il y avait la peur avant le départ de l'expédition. La peur de pas pouvoir assembler tous les fonds pour justement mettre ne serait-ce qu'un pied sur l'Arctique. Ensuite, il y avait, lorsque j'ai commencé l'expédition, alors il y avait la peur parce que on a peur, c'est une peur viscérale. On est à moins 40, il faisait moins 42, il y avait du vent en plus. On ne sait pas si on va tenir à ces températures-là. Parce que c'est un froid qui est tellement intense et que j'ai pas connu avant. J'ai été à des moins 40, mais pas. Il y a différents moins 40. Que l'on soit en Antarctique ou en Arctique, c'est deux choses différentes. Mais il y avait cette peur-là. Et ensuite, au bout d'une heure, elle a commencé un peu à s'apaiser. Et là, je commençais à me dire, mais voilà, ça y est, j'y suis. Quoi. Donc, il y a des choses aussi positives. Mais la peur, elle est là, elle est constante. On est dans sa tente, on a peur. Le vent souffle très fort parce que les éléments se déchaînent là-bas. On en a peur, un peu. On ne sait pas ce qui va arriver pendant la nuit. Il y a aussi, si jamais il y a un ours polaire, même si j'étais à une latitude où il n'y avait pas trop d'ours polaires quand même, comparé à, je sais pas, le Groenland ou le Spitsberg par exemple, quand même, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc il faut être un peu alerte. Bon, au début, on est en éveil en constant, on est vraiment sur le qui-vive. Bon, ensuite, ça s'atténue au bout d'un certain moment, et puis on reste alerte un tout petit peu, mais on n'est pas constamment comme ça, parce que ça prend beaucoup d'énergie. À ces températures-là, la peur, vous pouvez
perdent beaucoup d'énergie. Même de penser, d'hésiter, c'est une perte, c'est un gaspillage d'énergie qui est vraiment nécessaire pour autre chose. Donc il y a ça, et puis il y avait quoi d'autre encore? Il y a aussi la banquise qui peut s'ouvrir pendant... et à la fin, on l'accepte, et puis c'est tout. Parce que l'on ait peur ou pas, ça fera aucune différence. Si ça doit arriver, ça viendra. Au bout d'un moment, on est dans les éléments, et puis de toute façon, on se dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on continue. Quoi. Ben exactement. On est... La journée type, en fait, alors on se lève le matin, mais il n'y a pas vraiment de nuit, puisque là-bas, il fait jour tout le temps. Exactement. Vous êtes fixé un petit peu une plage horaire de marche, et puis avec une montre à telle heure vous vous arrêtiez, c'est ça, ça marchait comment? Et c'est exactement que ça marchait, et c'est comme ça que ça marchait, pardon. Et c'est très important qu'il y ait une routine. Donc comment ça marchait, c'est... ça commençait par exemple le matin, réveil, bon ça dépend, hein, bon on n'est pas... Il fait jour tout le temps, donc on a une petite marge hein, quand même. Hein. Mais il faut être quand même un minimum strict, parce que dès qu'on commence à déborder d'1 heure, 2 heures comme ça, un peu trop souvent chaque jour, après on est complètement désaxé. Et ça peut être un facteur qui peut vous faire échouer. Mais le matin c'est quoi? C'est réveil, 8 heures, ou alors 7 heures, ça dépend, si on a bien dormi ou pas. Et bon, on prépare, on commence à faire fondre la glace. Déjà, on commence à préparer le petit déjeuner, donc on réhydrate de la nourriture. Préparer le petit déjeuner, c'est pas de la grande cuisine, hein. C'est juste, voilà, c'est des doses parce que toute la nourriture, elle est dosée, elle est empaquetée de manière qu'elle soit facile à utiliser, à déshydrater. Donc la plus légère possible aussi. Hein. La plus légère à porter, mais aussi la plus énergétique, du moins la juste énergétique. Ni trop, ni parce que trop énergétique, on peut finir avec des crises de foie, des choses comme ça. Pas assez, on a une perte d'énergie qui est trop importante. De toute façon, on va perdre du poids et on va perdre beaucoup de poids. On va être sous-alimenté, ça c'est sûr. Donc c'est un conseil pour faire un régime à quelqu'un d'aller au pôle Nord, si le résultat il est garanti, parce que moi dans mon cas j'étais en moins de 3 semaines d'expédition presque 10 kilos quoi. Donc donc réveil 8 heures, 7 heures, ça dépend. Là on réhydrate la nourriture et on commence à impacter. Déjà je vérifie ma position topographique pour voir de combien j'ai dérivé pendant la nuit. Et ça me donne aussi une indication dans quelle direction la glace est en train de dériver. Parce que tous les jours, elle ne dérive pas du même côté. Souvent même, elle suit le sens du vent. Donc, je vérifie ça. Dès que j'ai une idée là-dessus, je commence à impacter mes équipements. Bon, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis réhydraté. Hein. Tout ça, ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend, mais bon, à peu près en 1 heure, tout devrait être bouclé. Hein, parce que bon, on a les gants, Ça prend du temps, mais bon, après on a l'habitude. On sait, on perd pas trop de temps. Vous savez, chaque mouvement coûte en énergie et on fait les mouvements qui sont les plus économiques. Donc on peut faire le parallèle comme si on était sur la Lune en fait. En quelque sorte, on quitte jamais le scaphandre parce que on peut pas se déshabiller à moins 45 degrés, on est tout de suite gelé. Donc la nuit, vous étiez tout habillé dans le sac du couchage? Oui, je suis habillé, mais pas. J'ai même un peu plus parce que on est statique. Voilà. Donc il faut bien faire attention d'être bien au chaud et d'être au sec surtout. Parce que donc j'empacte tous mes équipements. Et à peu près 1 heure, ça dépend, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20 après le réveil, normalement tout est empaqueté et je suis prêt pour le départ. Je commence à tirer mes traîneaux. Là, chaque heure, je fais une pause de 5 minutes, même si je suis pas fatigué. Le secret de ce type d'expédition, c'est pas trop de pousser la machine. À un moment, de toute façon, on va la pousser parce on va se retrouver dans des situations, des fois, où il va falloir aller un peu au-delà de ses limites. Mais dans la progression en elle-même, le plus important, c'est de rester à l'intérieur de ses limites. Parce que rien qu'en restant à l'intérieur de ses limites, de toute façon, on va pomper dans ses réserves. Déjà. Alors, si on en sort tout le temps, parce que c'est pas de l'alpinisme. L'alpinisme, il y en a, c'est des acharnés, c'est des passionnés, hein, donc ils veulent arriver en haut. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont quoi en face d'eux? Ils ont 1 jour, 2 jours, 3 jours,
Bon, c'est une expédition Himalaya, bon, bah, c'est un peu plus long, mais bon, on fait pas tous, on n'est pas tous des Himalayistes, mais on fait, c'est vraiment sur une courte durée. Mais là, il faut durer, là. Il faut durer plusieurs jours. Et on a intérêt à faire ça. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, on fait chaque heure, donc une pause de à peu près 5 minutes. Quand on fait une pause, c'est pas la pause cigarette. Bon, allez, je me relaxe, je m'assois sur un, tranquille. Et puis bon, il fait froid. Et cette pause, on la prend parce que c'est nécessaire. Et pas vraiment par envie. Et donc, au bout de 5 minutes, déjà, on commence à avoir très froid. Donc, on recommence à progresser. Il n'y a que deux manières d'avoir un peu chaud dans ce type d'expédition. C'est lorsque l'on progresse ou dans son sac de couchage. Voilà. Et donc on continue comme ça, ensuite jusqu'à midi, donc ça fait 4 heures normalement, ça devrait faire, bon midi et demi, ça dépend combien de temps, quand est-ce qu'on a commencé la journée le matin, mais lorsqu'on fait le calcul, normalement on fait une progression de 4 heures le matin et de 4 heures l'après-midi. Même des fois, quand on a grignoté au petit déjeuner, de toute façon, on va le rattraper le soir, hein. On va le rattraper en fin de journée, parce que l'objectif c'est quand même de faire les 20 km par jour. Donc c'est ça aussi qui aide le matin. Le matin, c'est vrai qu'on a envie de rester dans son sac de couchage, il fait chaud et tout. Mais plus on reste dans son sac de couchage, hein, et plus on aura rattrapé de toute façon, donc on les fera. Donc c'est notre intérêt de commencer le plus tôt possible, comme ça la journée est finie le plus tôt possible. Donc à midi, donc la nourriture que j'ai commencé à hydrater le matin, elle est bien hydratée à midi. Hein. C'est dans un thermos, j'ai mis de la nourriture déshydratée, j'ai mis un peu d'eau chaude. À midi, elle est bien gonflée, il y a du volume, il y a la satiété quand on mange ça. Et là aussi, c'est pareil à midi. À midi, on reste pas 100 000 ans. Hein. On mange, et puis après, Donc là, le repas dure à peu près combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Voilà, 15 minutes à peu près. Le temps de repartir. Voilà, c'est le repas plus 2-3 biscuits sucrés, hein, et puis c'est reparti. Et rebelote, chaque heure, des coupures de 5 minutes. Et c'est très important de respecter ces 5 minutes de repos. Et ensuite, en fin de journée, on est vraiment fatigué. Alors imaginez sans avoir pris le repos, parce que bon, je vois des fois quand moi j'ai fait la randonnée ici dans le Vercors et tout, bon 1 heure, 2 heures, on peut marcher 2 heures, ça va, sans faire de pause, ça le fait, hein, c'est pas. Mais là-bas, on le paye en fin de journée. Et ensuite là, je commence à planter ma tente en fin de journée, voilà. Je plante ma tente. À l'intérieur de la tente, dès que j'ai terminé, déjà je brosse mes affaires, je brosse la glace qu'il y a à l'intérieur de mes vêtements et à l'extérieur. Et ensuite, je rentre à l'intérieur de la tente et là, je commence à faire fondre de la glace parce que normalement, ma réserve d'eau, elle a été épuisée. J'ai une réserve d'eau que j'ai fait fondre le matin. C'est bon, il n'y a plus rien normalement. Et il faut bien boire, il faut bien se réhydrater. Surtout à ces latitudes parce que surtout avec le froid, la sensation de soif n'est pas la même que quand on est dans un pays chaud. Dans un pays chaud, bon, on a la gorge sèche, on boit un coup. Tandis que là-bas, on n'a pas cet effet-là. De gorge sèche, de bouche un peu pâteuse. Mais dans les faits, on est déshydraté. Donc l'eau, vous la trouviez sur place, c'est de la glace que je faisais fondre. Ouais. D'accord. Voilà. Combien de temps vous aviez, combien de jours d'alimentation vous aviez prévu? 24. 24 jours. Oui. 24 exactement. Et j'avais aussi prévu du fuel pour 24 jours. D'accord. Donc tout ce qui permettait de réchauffer en fait la nourriture et l'eau, quoi. C'est juste de faire fondre. Le réchaud et le fuel, c'est juste pour faire fondre la glace. C'est pas pour se réchauffer soi-même. Ça a aucun. Non. Il y en a, oui, peut-être qu'ils le font, mais. Donc c'est du pétrole en fait. Voilà. J'ai un réchaud multicarburant, donc on peut y mettre n'importe quoi dedans. On peut mettre du kérosène, comme de la paraffine très filtrée. Bon, le mieux c'est d'avoir la paraffine très filtrée, parce que ça évite les conduits d'être trop encrassés. Parce que si on utilise un combustible avec comme du gasoil par exemple, il y a du carbone qui encrasse les tuyaux et il faut tout démonter, il faut tout nettoyer, il faut tout et faire ça dans la tente. Dans la tente, il fait le plus chaud que j'ai eu, moi ça a été -15 dans la tente. Donc faire de la réparation à -15, c'est pas, on le fait, hein, c'est parce que c'est nécessaire. Mais bon, c'est un peu, on a besoin de cette énergie pour quelque chose d'autre. Mais donc en fin de journée, pour terminer, en fin de journée, donc je fais fondre ma nourriture
Et bon, bah ça y est là, hein, on est fatigué, on commence à rentrer dans son sac de couchage. Il est déjà, quand on a terminé de la nourriture, on a planté Satan, il est 7h30, 8h. Bon, on commence déjà, on a peut-être 1 heure, 2 heures là pour vraiment, voilà, un peu se ressourcer, déjà, il faut, parce que les pieds sont gelés, hein. Les pieds, les orteils sont tous gelés. Il faut au moins 2-3 heures avant que ça commence qu'il y ait une sensation de chaleur. On pense à quoi là, à ce moment-là, en s'endormant le soir? On pense à tout ce qui peut vous faire sentir bien. On pense à là où on vient, on pense des choses qui font un peu plaisir. Mais même ça, c'est un peu pervers parce que c'est un peu contre-productif parce que ça nous fait regretter. Il faut éviter, il faut se couper en réalité. Le secret pour vraiment, un des secrets pour réussir dans ce type d'expédition, c'est de se couper un peu de tout ça et de vraiment vivre l'expédition elle-même. On se dit pas, il est 20h, il y a le journal télévisé, tout le monde est au chaud et moi je suis là. On est loin de ça. Hein. Justement, il faut en profiter pour apprécier ça, qu'on soit loin de tous ces tracas, de toutes ces choses-là. Combien de gens dans le monde peuvent faire ça? Voilà. Ah oui, c'est une expérience unique. C'est extraordinaire. Ça a été, moi je me considère comme un privilégié, ouais. De ce côté-là, ouais. Ouais, être coupé un peu de tout, à part le contact radio satellite que j'avais toutes les 24 heures à peu près avec la base de logistique pour dire voilà j'étais vivant et que je continuais. Et à part ça, aucun contact avec le monde. On est vraiment seul. Combien de personnes peuvent, en plus dans un environnement très hostile, combien ont pu vivre ça? Bon. Et on en tire quoi justement? Quelle expérience on en tire de cette expédition? Bah, déjà le fait d'être allé de l'autre côté de soi-même. Déjà on se connaît mieux soi-même. Et ça c'est, on va faire toutes les psychothérapies du monde. On peut faire, je dis pas que je suis malade mental, mais je veux dire on peut faire tout le travail sur soi-même possible. Quand on a eu ce type d'expérience, on se connaît un peu mieux quand même. Donc on a un peu plus conscience de ses capacités. Ça demande beaucoup de caractère, beaucoup d'humilité. Oui, ça demande beaucoup de détermination. Beaucoup, bon, il y a tous les sacrifices qui vont avec, mais la détermination. Ouais. Et puis surtout, non, ça prouve surtout que si on lâche rien, si on reste optimiste, tout est possible. Vraiment, je dis pas ça dans un esprit un peu Walt Disney, on est tous des amis, oui si tu veux tu peux, ou non, c'est même pas que je le pense, je l'ai prouvé. On peut, si on le veut, on peut vraiment faire les choses. Et je pense qu'il suffit, je veux dire, on a tous la capacité pour le faire. Il y a le côté rustique qui ressort un petit peu. Enfin, il faut laisser un petit peu tout ce qu'on connaît et puis revenir. Bah oui, on est un peu moins. Bah, de toute façon, la société, comme on dit, la société elle corrompt. Et c'est vrai que tout ce qui a pu nous corrompre en termes de confort, de choses comme ça, c'est vrai qu'on va à l'essentiel. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas sophistiqué du tout. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Par contre. C'est des qualités qu'on développe là-bas, mais qui, lorsqu'on revient ici, elles aident pas trop. Parce qu'on peut pas, ça me rappelle la période où j'avais fait mon service militaire. Quand on a l'esprit militaire, quand on est à l'armée, on agit en termes d'efficacité. Voilà. On fait ça et on dit ça et on fait ça. Tandis qu'après, bon, quand on retourne dans le civil, bon, on n'est pas avec des militaires, on est avec des civils. Donc là, c'est un peu plus... Une période d'adaptation, quand on revient... Exactement. On va être moins lourd. Bah, il y a un peu de ça, oui. Parce qu'en plus, moi, quand je termine il faut que j'arrête de dire moi, mais quand je prépare ces expéditions, moi, ce que je veux, c'est qu'elles aboutissent. Donc, je suis dans un état d'esprit soit efficace le plus possible. Et même sur place, on peut pas gaspiller son énergie pour rien. C'est pour ça que j'aime les expéditions en solitaire. C'est pour ça que j'ai jamais fait. Bon, j'ai fait des expéditions avec des gens, mais moi, j'avais pas vraiment envie de partir avec d'autres personnes en binôme, parce que
voilà, je suis exigeant avec moi-même. Je serai aussi exigeant avec les personnes qui viendront avec moi. Donc, et ça, c'est dur de demander. C'est un facteur pour. Voilà. Mais c'est vrai qu'on développe ce côté rustique. On sent cette détermination que vous avez, cette force de caractère. Alors là, on peut voir des photos qui passent avec le traîneau. Alors justement, on n'a pas parlé de matériel. Qu'est-ce que vous avez emporté un petit peu comme matériel le minimum, j'imagine, mais dans le minimum, il faut bien emporter ce qui est nécessaire. Donc combien de kilos le traîneau Alors, ce qui est nécessaire, ça dépend des gens. Mais pour moi, ce qui était nécessaire, c'était des équipements qui étaient éprouvés déjà. Ça, c'est les premières choses. Donc, il y a le minimum à avoir pour ce type d'expédition, c'est-à-dire une tente déjà pour se protéger, un sac de couchage pour pouvoir y dormir, un matelas en dessous de ce sac de couchage. Déjà, c'est un poids tout ça. Ensuite, il faut un réchaud pour faire fondre la glace. Il faut un pot pour une gamelle. Il faut des ustensiles pour manger. Il faut un thermos pour garder l'eau au chaud. Un autre thermos pour hydrater la nourriture de midi. Et tout ça, ça s'accumule. Après, il y a la nourriture. Il y a à peu près 1 kilo de nourriture par jour. Il y a quoi d'autre encore? Il y a il y a les petits snacks, les gâteaux pour les pauses, des choses comme ça. C'est du luxe. C'est du luxe, c'est même non, c'est nécessaire parce que au bout de deux semaines, ouais, même une semaine et demie, si on n'a pas ces petits trucs pour tenir. On a des fringales énormes. Déjà, on est sous-alimenté, donc on rêve de nourriture. Hein. Moi, je rêvais d'hamburger. Hein. Pourtant, je trouve pas ça. C'est pas très gastronomique, mais on en est là, quoi. Donc, il y a ça. Il y a quoi d'autre encore? Il y a aussi les vêtements. Il y a même si du duvet, c'est pas ce qui pèse le plus, ça a un poids et tout ça cumulé à la fin, c'est lourd. C'est très lourd. Il y a le fusil. Le fusil, il faisait 4,5 kg. Il y avait quoi d'autre encore? Alors le fusil, c'est pour essentiellement les ours. La défense contre les ours. Un ours, quand ça attaque, ça peut attaquer n'importe quand, puisqu'il n'y a pas de jour, de nuit. Oui. Il peut arriver n'importe quand. Il arrive comment, brutalement, ou bien il sent un petit peu. Moi, je suis pas un spécialiste des ours polaires, j'en ai vu, hein, mais en réalité, il y a autant d'ours différents qu'il y a d'humains, quoi. Je veux dire, il y a des humains qui sont agressifs, il y en a qui sont très calmes. Et puis il y a déjà ça. Et puis il y a aussi, il y a ceux qui ont faim et ceux qui ont moins faim. Une femelle avec des petits, elle va pas se comporter de la même manière qu'un mâle qui a pas mangé depuis 4 semaines, quoi. Donc ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut être alerte dans tous les cas. Hein. Ça c'est, ces animaux qui sont pas méchants parce que méchant, c'est un concept. Nature, ouais, c'est par besoin, quoi. Voilà. Mais même pas. Pour eux, la méchanceté, c'est pas. Mais un homme qui a faim, qui a pas mangé, je pense qu'il sera très agressif. Donc moi, je suis pas trop spécialiste des autres, mais bon, il faut être prêt, c'est tout. Il faut les observer. Moi, je suis chez eux là-bas. Je suis chez eux. C'est pas. Donc on va pas chez les gens et puis on va commencer à leur tirer dessus quand même. Je les respecte, voilà, je fais attention, pas trop les déranger. Vous en avez vu des ours, j'en ai vu dans le Spitzberg, oui, quand j'étais en expédition, mais pendant l'expédition, non. J'ai vu des traces au sol, ouais. Elles devaient dater de 2-3 jours, mais c'est tout. Après, il y en a qui en ont vu sur place. Après, il y a d'autres choses. Avant d'utiliser un fusil, il y a aussi le fumigène. Hein. On utilise une espèce de flash fumigène. Pour faire peur. Voilà, c'est une espèce de fusée de détresse. Déjà, ça fait peur. Le fusil, c'est vraiment en cas extrême. C'est parce que j'ai eu des camarades qui se sont fait attaquer par des ours qui étaient vraiment affamés. Et même avec plusieurs coups de fusil, ils continuaient à avancer. Donc ça, c'est vraiment en cas extrême. Mais ça arrive. En réalité, un ours, c'est pas sanguinaire comme... les ours, ça mange tout ce qu'ils trouvent, quoi. Ça mange même des végétaux. Hein. On voit des choses passer à part... non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je sais que si on descend un peu plus bas, où il y a là où la banquise s'ouvre un peu plus, j'imagine qu'on y trouve des phoques, on y trouve des choses comme ça, aussi des cétacés.
Mais comme des narvals, comme des voilà. Mais sinon, moi, là où j'étais, non. Non, non. En réalité, ça, je suis content parce que à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. Quels sont les aventuriers, les expéditeurs, vos prédécesseurs qui vous ont inspiré Vous avez lu un petit peu des livres avant de partir, j'imagine. Ah oui, oui. Moi, les explorateurs qui m'ont vraiment marqué. Bah, moi, c'est pas par ordre d'importance, mais dans l'ordre où je les ai découverts. Parce qu'après, dans l'importance, c'est autre chose. Mais dans l'ordre où je les ai découverts, d'abord, le premier, ça a été, il y a 12-13 ans, c'est Borgusland. C'est le premier livre que j'ai lu vraiment sur l'exploration polaire. Et bizarrement, circonstances ont fait que maintenant c'est un ami parce que, et même le dernier jour quand j'ai terminé l'expédition, c'est la première personne que j'ai vue à la base Barnéo par hasard. Hein. On a pris l'avion au retour ensemble. Ça déjà c'est je lui ai dit, il le savait. On se connaissait parce on a des amis en commun, on s'était rencontrés avant déjà. Je lui avais dit que ces aventures m'avaient inspiré. Et donc pendant l'expédition, c'est ça. Donc le premier c'est Borgusland. Ensuite il y a eu le deuxième, c'était Erling-Kag. Erling-Kag c'est le premier homme à avoir atteint le pôle sud en solitaire et sans support. Lui aussi c'est devenu un ami depuis. Il y a qui d'autre encore? D'ailleurs, ils m'ont envoyé quand j'avais terminé l'expédition, Borgusland, bon, il me l'a dit quand j'étais revenu dans l'avion, déjà, il m'a dit c'était bien. Il m'avait félicité. Et puis, il y avait aussi Erling-Kag qui m'a envoyé un email aussi. Donc, il y a ces deux-là déjà. Et puis aussi la troisième, parce que pour moi, c'est les trois explorateurs modernes vraiment chez qui j'ai trouvé cet esprit d'aventure, mais surtout qui font des expéditions dans un super esprit. Parce que c'est pas tout de faire de terminer une expédition. Mais de la terminer dans un bon esprit, ça c'est beaucoup plus dur encore. C'est-à-dire vraiment en avoir tiré le maximum de choses positives, ça c'est beaucoup plus rare. Et donc la troisième c'est Liv Arntzen que j'ai rencontré plusieurs années après avoir décidé avoir lu ses bouquins et qui est aussi une amie maintenant que je rencontre de temps en temps à Oslo. Donc ces trois-là, c'est les trois modernes. Ensuite, beaucoup plus loin, quand j'ai commencé à faire des recherches, c'est vrai qu'il y en a deux qui se sont détachés de tous. C'est vrai que c'est Amundsen, Roald Amundsen, c'est le premier avec en groupe qui a atteint le pôle sud en 1911. Mais pour moi, le père vraiment de l'exploration polaire, c'est Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen, pour moi, c'est vraiment... ce qu'il a fait, il n'y a personne qui pourra le refaire. Et, c'est non seulement l'explorateur polaire, mais c'est aussi l'homme. C'est lui qui a créé des passeports aux réfugiés qu'on appelle les passeports Nansen. Déjà, c'est lui qui a fait ça. C'est un des créateurs des Nations Unies. Bon, on peut penser ce qu'on veut des Nations Unies, mais à l'origine, voilà, c'est lui. C'était une des personnes qui a poussé à ça. Mais surtout les expéditions qu'il a faites, lui. Surtout avec les moyens de l'époque, parce que nous on y va maintenant. Et c'est pour ça, moi ça m'aidait à relativiser de penser à Nansen. D'ailleurs j'ai sa photo sur mes skis à Fridtjof Nansen. Pas sur les skis que j'ai utilisés pour l'expédition parce qu'ils étaient trop étroits pour ce type d'expédition, mais pour l'expédition antarctique, j'ai la photo de Nansen sur mes skis. Et ça m'aide à relativiser parce qu'à cette époque ils n'avaient pas les équipements qu'on a nous. Ils ont pas, même s'il y en a beaucoup qui y ressemblent, qui sont pas loin, comme moi par exemple j'utilise beaucoup des matières naturelles comme le coton, comme la laine, hein. Mais ce qu'il a fait lui, je veux dire l'expédition par exemple quand il a essayé d'atteindre le pôle Nord avec le bateau le Fram, c'est une expédition qui a duré tellement longtemps, qui a été tellement difficile, mais voilà. Quand il a fait la traversée du Groenland aussi, je veux dire, il est parti en expédition et il est revenu 4 ans plus tard, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait le pôle Nord, bon, d'accord, mais voilà, ça n'a pas duré 4 ans, quoi. Il avait une petite fille quand il est revenu, c'était une petite. Il avait un bébé hein, quand il est parti, mais quand il revient, il a une petite fille, quoi, qui parle et qui le connaît pas. Donc, moi, ça reste une obsession pour les explorateurs de ce. Mais je pense qu'on a tous ça. Ouais, je pense qu'on a tous en nous, je sais plus c'était qui, c'était Jacques Brel qui parlait, ouais, quand on veut monter en haut d'une montagne,
Mais je crois qu'on a tous ça. Un chemin à gravir, en fait, en quelque sorte. On a tous une épreuve, ça se matérialise dans plusieurs formes. Mais ça peut, bon, moi c'est le pôle Nord, du moins c'est le pôle Sud aussi. Mais il y en a pour qui oui, c'est des montagnes. Bon, ça c'est parce qu'on arrive à le symboliser, à le représenter physiquement. Mais il y a d'autres, c'est psychologiquement aussi. C'est des projets dans la vie. Pour certains, je sais pas, il y en a que c'est de construire un restaurant, de monter un restaurant. Il y en a, c'est de réussir des études, je sais pas, d'océanographie, n'importe quoi. Je crois qu'on a tous ça. Et notre vie, après, elle s'organise. Et déjà, si on a ça, déjà, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire, on a un objectif dans la vie. Alors, quand on tombe dans l'Arctique, dans l'eau, c'est le danger, hein, puisque la banquise est plus ou moins épaisse, donc il peut y avoir des fragilités par endroit. Quand on tombe, on a 5 minutes à vivre et après c'est terminé. Ben, on commence à rentrer en hypothermie, ouais. Ouais. On commence à rentrer et là, il faut être rapide. Hein. Si on n'a pas d'équipement, et que l'équipement est tombé dans l'eau, on est condamné. Hein. Il y a quand même une petite chance de survie si on a un petit équipement. Non, c'est pas une couverture. Couverture survie, ça sert à rien. Là-bas, ça sert à rien. En termes d'équipement, c'est si on a sa tente et si on a son réchaud et tout de suite après le sac de couchage. C'est-à-dire vraiment les pièces les plus importantes. Si on n'a pas ça. Et la balise à ce moment-là on va déclencher la balise, mais le temps ça dépend où on est. L'hélicoptère, il part pas à froid comme ça. Il part, il faut le préchauffer, il faut et le temps qu'il arrive, on est gelé, on est mort. Ah ouais. Donc il y a eu des cas. Vous savez, il y a des gens qui sont partis là-bas et qui ont disparu comme ça, sans aucune trace. Hein. Je parle d'une Française. Une Française qui est, d'ailleurs, je crois pas qu'on ait trop parlé ici en France, qui avait vécu assez longtemps en Finlande et qui avait une certaine expérience et qui est partie. Je sais plus, il y a eu une tempête, quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle est tombée dans l'océan. Mais enfin bref, il n'y avait plus de traces, plus aucune trace. C'est-à-dire, on disparaît de la surface de la planète comme ça. Voilà. Une fois, j'ai un camarade qui m'a raconté l'histoire d'un Japonais. C'était un camarade norvégien qui s'appelle Rune Gjelnes qui était en train de guider une personne qu'il avait payée pour aller jusqu'au pôle Nord. Voilà. Et puis qui tape à la porte, qui tape à la tente au milieu de nulle part. Hein. Il n'y avait personne. Hein. Voilà. Un Japonais sans équipement, il avait juste son anorak. Bon, ses équipements étaient tombés dans l'océan. La banquise était brisé sous là, il a eu le temps de déconnecter la corde qui le liait aux équipements et voilà. Bon, il a eu de la chance, il a trouvé des traces au sol. C'est ça qui l'a amené jusqu'à mon camarade Rune. Et bon, lui, il avait son téléphone, parce qu'il avait laissé son téléphone satellite, ce japonais, il avait laissé le téléphone satellite dans le traîneau. Donc, il a eu de la chance. Mais s'il n'avait pas eu Rune, ou s'il n'avait pas vu les traces au sol, il serait mort d'épuisement, probablement, et de froid. Alors on en a parlé, votre prochaine expédition c'est l'Antarctique, au mois de novembre. Vous êtes en recherche de fonds, donc on peut en profiter pour passer un appel pour des sponsors, des annonceurs. Des partenaires, oui, bien sûr. Cette expédition, elle se fait en solitaire, mais pas tout seul. Voilà, donc bien sûr je suis en recherche de partenaires. Si c'est des locaux, c'est encore mieux, parce que j'ai très à cœur de mettre en avant ma ville, mon département, ma région, et aussi faire participer un maximum de personnes de ma communauté. Donc, et puis surtout, c'est des expéditions qui coûtent cher. Je veux dire, à moins d'être quelqu'un de très riche et sinon c'est impossible. Le moindre vol en hélicoptère c'est 15 000 euros. Ouais, par exemple, c'est des choses comme ça. Et puis de toute façon, il n'y a aucune expédition, que ce soit à Munsen, que ce soit jusqu'à Erlinkag, Borgusland, qui s'est faite toute seule, avec des fonds propres.
quand on a beaucoup d'argent, en général, on n'est pas. Il y en a qui sont intéressés d'aller au pôle Nord, mais ils y vont comme ça, ils se font déposer je sais pas, à quelques kilomètres, les choses. Et c'est souvent on est pauvre quand on fait ce type d'expédition. Et c'est justement cette pauvreté, c'est ça qui fait qu'on a faim. Hein, on a faim parce qu'il faut avoir faim pour faire ce type d'expédition. Si on n'a pas faim, on n'aboutit pas. Mais il faut cet argent et c'est très très dur. Donc il y a toujours un mécène, il y a toujours un partenaire, il y a toujours un sponsor, il y a toujours une aide extérieure. Où il y a toujours une communauté, des fois c'est une communauté qui s'associe pour aider une seule personne à pouvoir atteindre l'objectif, parce qu'elles ont conscience du rôle représentatif de cette personne. Donc c'est ça qui est... Donc moi je suis à la recherche de ça, parce que ça coûte très très cher, et c'est vrai que moi j'ai pas... même si je travaillais à plein temps et je mettais tout l'argent de côté, ça me prendrait... je serais trop vieux pour terminer ces expéditions, et il faut de l'énergie. Aujourd'hui, vous faites profiter votre expérience dans les écoles, par exemple. Donc, comment ça se passe vous avez fait plusieurs écoles avec des élèves qui vous ont posé des questions. Comment ils voient ça un petit peu avec leurs yeux d'enfants? Alors, il y a deux types de partenariats que j'ai fait avec des établissements scolaires. Alors, il y a le premier qui est avec le lycée professionnel Montesquieu, dont on a parlé plus tôt. Alors ça, c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire ils ont pris, ils ont comment dire, partie prenante. Ils ont pris partie prenante dans ces expéditions. Ils participent réellement. Ils sont pas seulement, ils la suivent. C'est pas un travail de suivi. Ils ont vraiment, déjà ils ont changé quelques pièces d'équipement que j'ai avec moi, que je prends en expédition. Ça c'est la première chose. Ensuite, eux-mêmes, dans leur programme scolaire, ils ont modifié et les ont articulés autour des expéditions. Dans la pratique, c'est quoi? C'est une application pratique de certaines matières, comme des mathématiques, de la physique, de la littérature. Par exemple, en littérature, ils lisent des choses sur Fridtjof Nansen, sur Roald Amundsen. Voilà, quoi. Très peu d'établissements scolaires font ça en France. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Donc, par exemple, quand ils font de la trigonométrie, par exemple, Thalès, il y a Pythagore aussi, et donc, ça aide, c'est ce qu'on utilise pour le positionnement, pour se positionner géographiquement. Donc, ils font ça et c'est intéressant parce qu'ils se projettent aussi dans les expéditions. Après, c'est vrai qu'il y a le travail de suivi pendant l'expédition. C'est pour eux la technologie et surtout la physique, même c'est poussé un peu plus loin. C'est un niveau scolaire que j'ai plus. Voilà, eux déjà ils ont modifié à ce niveau-là. Ça c'est la première partie. Ensuite, les écoles primaires. Alors ça fait partie de la convention qui a été signée entre l'association Fortitude, qui est une association que nous avons créée pour aider, pour servir de pivot, de point de rassemblement pour aider aux expéditions, et les différents partenaires de ces expéditions. Et surtout là, en l'occurrence, c'est les écoles primaires de la ville de Valence. Donc moi, je suis payé comme un intervenant de base dans les écoles, comme un intervenant, et pour faire des présentations, des retours d'expérience dans les écoles primaires, une dizaine d'écoles primaires sur Valence. Ça, c'est le deal que l'on a avec la ville de Valence. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un intérêt qui s'est développé justement avec, d'abord avec les enseignants de ces classes d'école primaire. Et ils ont regardé un peu ce que faisait le lycée professionnel Montesquieu. Le lycée professionnel Montesquieu, maintenant, il y a presque une dizaine de classes qui suivent. Alors, ils ont décidé de faire la même chose. Alors bon, là pour les primaires, c'est parce que c'est pas le même public. On parle pas de la même manière à un jeune de 16, pardon. On parle pas de la même manière avec un jeune de 16-17 ans qu'on parle avec un enfant de 10 ans. Donc, il y a des modifications à faire, et ça, c'est surtout le corps enseignant, les instituteurs de primaire qui font ce travail. Mais là, surtout, actuellement, c'est surtout le retour d'expérience. Et ça, c'est... les questions, c'est... La plupart, ça tourne autour de 3 sujets principaux. Les questions, Parce que bon, que je explique tout ça, j'essaye de faire le plus simple, le plus court possible, parce que les enfants, ils ont pas envie ils sont pas très patients aussi.
Quoique ça allait en réalité, même on m'a dit au bout de 40 minutes, bon c'est le maximum pour les... mais moi, même au bout d'une demi-heure, ça allait encore, quoi. Bon. Et pour les plus grands, une fois j'ai tenu 4 heures. Alors que leurs profs, des fois, ont du mal à juste de les tenir 1 heure. Donc, mais les gamins d'école primaire, c'est quoi? C'est le Père Noël, les ours polaires et les pingouins. Même s'il n'y a pas de pingouins au pôle Nord. Mais c'était... c'est ça. Ça montre un attachement un petit peu à tout ce qui est... Voilà, c'est pas toutes les questions autour de ça, mais c'est beaucoup autour de ça. Voilà. Les enfants, on peut pas leur parler du pôle Nord sans parler du Père Noël. Vous étiez préparé à ça parler du Père Noël? Non, mais je me suis adapté parce qu'ils ont bien entendu la présentation, ils ont bien compris que la banquise elle bougeait tout le temps, etc. Ils ont compris ça, ils sont pas bêtes quand même, hein. Donc ils ont compris ça et ils se posent la question, mais comment ça se fait que la maison du Père Noël est au pôle Nord si ça bouge tout le temps? Donc il faut leur dire que oui, la maison elle est en lévitation, hein. Donc il y a des choses comme ça. Et oui, mais ils ont... Puis bon, les ours polaires, voilà, ils nous posent la question, vous en avez vu, ça ressemble à quoi? Alors bon, je me suis fait une petite bibliothèque d'images avec surtout plein d'ours polaires et tout. En plus, j'avais des photos avec moi et un ours polaire empaillé à Oslo et à Longyearbyen. Je sais que c'est pas très joli, les ours polaires empaillés. En grandeur nature? Grandeur nature, oui, et c'est immense, hein, c'est immense. Et donc ça c'est après bon bien sûr les pingouins. Alors là je suis en train de casser un mythe avec eux. C'est quand je leur dis qu'il n'y a pas de pingouins au pôle Nord en Arctique. Les manchots? Voilà. Non il n'y a pas. Il n'y a pas de manchots? Ah non il n'y a pas. C'est tout. Tout est en Antarctique. Tout est en Antarctique. Ouais. Donc là je casse quelque chose. Quand je leur dis que les ours polaires ne se baladent pas main dans la main avec des pingouins sur la banquise, je casse quelque chose un peu. Donc on essaie d'y mettre les formes quand même, d'expliquer calmement. Mais ça fait partie de l'éducatif, hein. Un enfant qui, parce que c'est pas le fait que des enfants qui croient qu'il y a des pingouins au pôle Nord. Mais il y a 90% des adultes que je rencontre, ils me parlent aussi des pingouins au pôle Nord, quoi. Donc. Justement, on a parlé donc de l'Antarctique, prochaine expédition. Alors, c'est bien différent de l'Arctique. C'est moins dangereux. Alors, vous allez faire, par contre, beaucoup plus de kilomètres. Alors, oui. Il y aura beaucoup plus de kilomètres et puis ça sera moins dangereux. Il n'y aura pas ces facteurs de banquise qui se déplacent, etc. Mais c'est vrai que l'épreuve elle sera beaucoup plus longue parce que elle sera beaucoup plus dure d'une autre manière. C'est la longueur, c'est l'endurance là. C'est l'endurance qui fera la différence. Ensuite, bon, là, il fait toujours moins 45 degrés. Il fait moins. Quand je dis moins 40, il fait moins 50. Ça dépend. On peut pas dire à l'avance. Mais moi, je parle des températures que j'ai connues là-bas en Arctique. Après, là-bas en Antarctique, il peut faire jusqu'à moins 50 dans cette période de l'année. Hein. Alors aussi, mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, l'atmosphère est très sec. Il est presque autant sec que le désert du Sahara. Alors que en Arctique, l'atmosphère est humide. Hein. Donc il y a ça qui rajoute en difficulté. Il y a aussi la pression atmosphérique. Lorsqu'on est sur le plateau antarctique, on est à 3200 mètres d'altitude. Il faut savoir qu'il faut rajouter en sensation, hein, ce que le corps ressent dans la région des pôles, c'est à peu près 1000 mètres supplémentaires que lorsque l'on est ici. Donc ça revient à dire on est à 4500 mètres. On est à 4200 mètres sur le plateau, ça va jusqu'à 4400 mètres. Pour donner un ordre d'idée, le Mont Blanc c'est 4800 mètres. Donc là on parle d'altitude là vraiment. Et là le corps est ramasse. On peut développer des œdèmes pulmonaires sur le plateau antarctique. Ce qu'il y a c'est que c'est tellement plat jusqu'à... On se dit mais non je suis pas en altitude, je suis sur du plat. On croit qu'on est au niveau de la mer mais on ne l'est pas. Donc ça déjà on peut échouer rien que ça, rien que là-dedans, si on n'est pas préparé avant. Donc là l'importance de la préparation pour l'Antarctique elle est très 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 importante. Elle est importante pour l'Arctique mais elle est beaucoup plus importante pour l'Antarctique. Ensuite il y a quoi d'autre? Il y a alors là vous allez faire plus de 3000 km? 3500 km. À pied? 3000 à pied, ouais. 3400? Oui c'est 3400 je crois, je sais plus. Je sais qu'après le pôle sud, c'est 1100 km jusqu'à la fin, hein, le terminus de l'expédition. Et voilà, c'est 3500. Et parce que la première partie, c'est 2400.
2400, c'est-à-dire de la côte antarctique du côté sud-africain jusqu'au pôle sud. Alors il y a, au tout début, il y a la partie la plus dangereuse de l'expédition. C'est parce que c'est là où il y a des crevasses, c'est là où il y a une chaîne de montagnes, donc qu'il faut grimper avant d'atteindre le plateau antarctique. Et puis bon, quand on a passé cet endroit-là, déjà, on a fait le plus dangereux. Il n'y a pas de risque mortel après ça. Je veux dire, il n'y a pas trop de crevasses. Après, il y a des endroits... Des crevasses qui peuvent faire même jusqu'à 2 km de profondeur. En Antarctique, oui. En Antarctique, il peut y avoir jusqu'à 2000 mètres pour certaines... l'épaisseur de glace, elle est immense, hein, en Antarctique. On ne réalise pas, mais on parle de kilomètres, là. Donc, on fait très attention à ça. Ensuite, c'est une histoire de distance, c'est une histoire de routine. Il y a toutes ces choses-là. Donc là, le traîneau va être beaucoup plus lourd, puisqu'il y aura beaucoup plus de distance. Par contre, c'est beaucoup plus plat que sur l'Arctique, en fait. Alors, sur l'Arctique, il y avait quand même des monticules à graver. Voilà, il y a ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un équivalent là-bas qui s'appelle les Stratouguis. Les Stratouguis, c'est comme des cumuls, c'est de la glace qui s'est cumulée avec le vent. Et ça fait c'est un peu le même principe que les dunes. Voilà. Et donc on a ces petits monticules qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de hauteur, même plus. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y en a sur des distances, des fois, il y a toute une région comme ça, parce que là-bas on voit pas les choses sur 100 mètres ou sur 1 kilomètre, c'est des centaines de kilomètres. Bon. Donc ça rajoute en difficulté. C'est comparable à un désert comme le Sahara, par exemple, avec des dunes de sable, mais de glace. Voilà, mais pas aussi grandes, hein. Pas aussi grandes que celle parce que c'est quand même des montagnes, hein, dans le désert du Sahara. Tandis que là, et puis ce qu'il y a, c'est que là-bas, il neige pas à l'intérieur de l'Antarctique. Il y a presque pas de précipitation, hein. Il y a de la glace sur le sol, mais il neige pas. Donc on est sur du dur là. Mais bon, ça rajoute en difficulté ces Stratouguis, hein. Surtout si ça monte, ça descend comme ça toute la journée. On a fait parce que ce petit dénivelé en haut, en bas. Bon, ce que l'on voit, nous, c'est d'en haut, c'est la distance à vol d'oiseau, hein. Mais dans les faits, par exemple, à vol d'oiseau, on a fait 20 km, mais dans la réalité, on a fait 25, quoi. Voilà. On va regarder une interview que vous aviez faite avec Nicolas Roux avant de partir. On regarde tout de suite avant de parler. D'accord. Alors je m'appelle Faisal Hanej, j'ai 40 ans et je suis valentinois. L'expédition en elle-même, c'est de rejoindre le pôle Nord en solitaire et sans support. Je serai déposé la semaine prochaine sur la calotte glaciaire, à peu près 2 degrés du pôle Nord. Et donc ça sera d'atteindre le pôle Nord en complète autonomie et seul. Et ensuite, après le pôle Nord, je devrais rejoindre la base Barnéo qui est à peu près à un clic du pôle Nord à 111 km. Donc ça fait un total de à peu près 340 km pour l'expédition. L'expédition va durer à peu près 1 mois. Alors j'essaie d'assurer une moyenne de 20 km par jour. Alors c'est pas facile en réalité de faire ça. Au début, les premiers jours par exemple, on vient juste d'arriver, on est fatigué, le système thermorégulateur il bosse un peu. Donc on va faire peut-être une dizaine de kilomètres. On a 130 kg à transporter, on les traîne sur un traîneau. Et donc c'est pas facile les premiers jours. Mais par contre, sur les derniers jours, là où le traîneau est plus léger, là par contre on peut faire plus de kilomètres, plus de 20 km. Et bon, surtout les derniers jours, on est un peu plus enthousiaste que le premier jour. L'idée en elle-même, elle n'est pas venue d'un coup comme ça. C'est pas un rêve comme certains peuvent croire. C'est quelque chose qui est venu d'abord lorsque j'ai été initié à ce type d'activité, lorsque j'étais en école de montagne à l'université des Lofoten. C'est des îles qui sont tout au nord, au-dessus de la calotte glaciaire en Norvège. Et donc c'est venu petit à petit. C'était dur au début, on faisait une balade à la journée, 2 jours, etc. Et à la fin, on commence à se peaufiner un peu. Et puis on est de plus en plus à l'aise
à moins 20, à moins 30, à moins 40. Et c'est là, après, en revenant de l'expédition finale de cette université qui se déroulait dans le Spitzberg, une expédition de 3 semaines en autonomie, c'est là où a commencé à fleurir l'idée d'expédition en Antarctique. Et en Arctique, c'était il y a à peu près 12 ans. J'ai fait d'abord les Lofoten avec cette université. Ensuite j'ai fait des expéditions dans le Spitzberg. Ensuite on a fait ensemble avec toute ma classe des expéditions en Laponie. Et donc on a traversé la Laponie en automne, c'est-à-dire à pied, et en hiver à ski. On a fait aussi une traversée de la Scandinavie en traversant le parc d'Abisko jusqu'à Narvik. Donc c'est des grosses expéditions et c'est vraiment des vraies expéditions polaires. Et ensuite, avec le temps, je me suis installé dans d'autres endroits en Norvège parce que j'ai vécu pendant presque 10 ans. J'ai vécu dans un endroit qui s'appelle Finns et c'est l'endroit où toutes les expéditions polaires se sont entraînées depuis Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, Scott, Shackleton. Donc j'étais vraiment imbibé, hein, j'étais vraiment dans le bain de l'exploration polaire. Alors le partenariat avec la ville de Valence, il se fait autour principalement du retour d'expérience dans les écoles primaires que je ferai après chaque expédition. Donc pour la première expédition, après dans la pratique, je reviens vers le début mai. Et là, je vais présenter l'expédition, comment ça s'est déroulé, à des classes, une dizaine de classes, je crois, d'écoles primaires de la ville de Valence. Pour la deuxième expédition, ça sera la même chose. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, ces projets ils se sont développés un peu plus en avant, et surtout maintenant avec le lycée professionnel Montesquieu. Alors le lycée professionnel Montesquieu, ils ont maintenant 4 classes. On est partenaire depuis 1 an maintenant. Ils ont 4 classes qui, d'abord, l'idée était de suivre l'expédition, parce que j'étais un ancien élève. Et ensuite, l'objectif, après un certain temps, c'était d'articuler les cours de mathématiques, de physique, autour des expéditions. Alors dans la pratique, c'est quoi? C'est une application pratique de ces matières. Par exemple, pour faire de la topographie, hein, c'est appliquer la trigonométrie, par exemple. Et donc, c'est quelque chose de pratique pour ces étudiants, et ils ont un peu plus de facilité à comprendre à quoi ça sert. Voilà. Donc c'est de ce côté-là. Et ensuite, il y aura un retour d'expédition dans les maisons pour tous, dans toutes les maisons pour tous de la ville de Valence. Et ça, c'est pour un public un peu plus large. En réalité, l'objectif sur ces 2 expéditions, c'est de rejoindre les 2 pôles, en solitaire et sans support, sur une même année. Ça, déjà, c'est un des premiers objectifs. Non, ça n'a pas été fait. Ça a été fait d'autres manières, à vélo ou bien des choses comme ça, mais bon, avec support souvent. Mais ça n'a jamais été fait sans support et en solitaire. Mais l'expédition antarctique en elle-même, elle est très difficile à monter. Très difficile à monter parce que d'abord, c'est une première française déjà. C'est-à-dire que l'expédition, ça va être une traversée intégrale du continent antarctique en solitaire et sans support. Ce qui veut dire, dans la pratique, 3500 km de progression sur 80 jours. Donc il faut prendre avec soi 80 jours de nourriture, il faut prendre tous les secours, il faut prendre des équipements de remplacement, des équipements de réparation, et tout ça c'est très lourd à traîner parce qu'on les traîne soi-même. Et ça fait 180 kg à traîner seul. Donc une grosse dépense d'énergie, une diététique spécifique, il y a des températures qui sont très très basses, donc il faut être très préparé. Et ensuite, surtout, c'est le côté psychologique, parce que l'isolation à un tel niveau, c'est une très grosse épreuve et on n'en sort pas indemne. Pour le pôle Nord, on a une obligation, c'est d'avoir une compagnie de logistique qui nous suit. Donc moi, cette compagnie, c'est une compagnie soviétique qui s'appelle Vicar et qui est supervisée par Viktor Boyarsky, qui est une légende de l'exploration polaire russe et même de l'ère soviétique. Et donc cette compagnie, déjà, va me transporter sur place, sur la base Barnéo. Et chaque jour, j'aurai un contact téléphone satellite avec eux, toutes les 24 heures, afin de donner un peu l'état de l'expédition, si tout se passe bien, s'il n'y a aucun problème au niveau matériel, psychologique ou physique ou quoi que ce soit.
Donc c'est une obligation. Ensuite, pour l'expédition en Antarctique, là c'est autre chose. Parce que pour déjà mettre un pied en Antarctique, il faut avoir une autorisation d'expédition. Et cette autorisation d'expédition, elle est délivrée par les instituts polaires nationaux. Et moi, dans mon cas, parce que j'ai pas pu avoir de support de l'Institut polaire français, j'en ai reçu par contre de l'Institut polaire norvégien, et c'est eux qui me donnent l'autorisation. Alors il faut remplir certaines conditions, comme par exemple avoir une formation médicale, avoir de l'expérience dans ce type d'expédition, avoir une bonne assurance, avoir une compagnie de logistique qui assure les recherches et le secours, etc. etc. Donc il y a beaucoup de conditions à remplir et on ne part pas comme ça. La communication, elle se fait principalement par téléphone satellite. Dans les deux pôles, et vu qu'il n'y a qu'un seul réseau satellite disponible, c'est le réseau Iridium, donc j'ai un téléphone Iridium avec moi, et même en Antarctique j'en ai un de remplacement au cas où. Ou sinon, si jamais j'ai un pépin physique, il m'arrive un accident, je tombe dans une crevasse, j'ai eu une attaque d'ours polaire et je suis sévèrement blessé. Alors là, j'ai une balise de détresse qui m'a été offerte par l'association des commerçants de Valence, Vitaville. Et cette balise de détresse, elle consiste en un boîtier avec un cache sur le dessus que je décapsule, je déplie l'antenne. J'appuie le bouton et là ça envoie sur la fréquence 406 MHz, et lorsque ils reçoivent le message, donc ils viennent me récupérer à l'endroit où la balise a dit que j'étais, donc latitude et longitude. Alors mon retour sur Valence se fera à peu près début mai, j'espère. Mais sinon l'expédition en elle-même elle sera terminée quelques jours avant, donc le temps de descendre du Spitzberg et de rejoindre Oslo-Valence. Alors l'interview c'était avant que vous partiez. Maintenant que vous êtes revenu de cette expédition, est-ce que c'était comme vous aviez prévu ou bien c'était un petit peu différent? Oui, ça a été c'est très différent même, hein, parce qu'on y va, on va un peu dans une terre inconnue là, du moins une terre inconnue pour soi, et il y avait beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas et qui étaient vraiment des facteurs majeurs à la réussite de l'expédition. C'était comme le mouvement des glaces par exemple. Ça, avant d'aller là-bas et de le vivre soi-même, c'est pas quelque chose qu'on peut même imaginer, quoi. On n'est pas. Après, il y avait quoi d'autre? Ben oui, il y avait le froid, il y avait cette glace qui s'ouvrait, il y avait tout cumulé. En réalité, il y a rien. Tant qu'on n'a pas mis les pieds là-bas, de toute façon, on pourra pas savoir ce que c'est. C'est aussi simple que ça. On peut imaginer un peu le froid, ce que c'est, et le multiplier dans sa tête. On prend ce qu'on connaît, on le multiplie pour avoir une idée, mais ça sera jamais près sur la réalité. Ça sera jamais près ou de la réalité, quoi. Donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que moi, sur place, c'est vrai que c'était très différent de ce que je pensais. Vraiment très 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 différent. Mais moi, là où je suis content, c'est que je me suis bien adapté. C'est vraiment, moi je crois que c'est, moi ce qui m'a vraiment sauvé et ce qui m'a permis de réussir, c'est la capacité à encaisser, quoi. Si on n'a pas une bonne capacité à encaisser, on lâche tout de suite, hein. Ouais. Alors après cette expérience, l'Antarctique, on l'appréhende de manière différente, j'imagine. Bah oui, déjà avec moins d'idées préconçues, parce que on sait que c'est pas payant. Et bon, j'ai des retours, comme j'ai des camarades qui sont partis en Antarctique, donc ils m'ont expliqué quand même. Bon, ils m'ont comparé ça avec certains endroits que l'on connaît là-bas en Norvège. Ensuite, bon, on m'a dit aussi que c'était beaucoup, du moins c'était moins dangereux, quoi. C'était moins dangereux que l'Arctique. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est l'Antarctique quand même. C'est un continent, hein. C'est le plus grand désert du monde, hein. Donc on va pas en Antarctique comme on va au supermarché voilà. Donc moi je prends pas ça du tout à la légère, et je m'attends au pire même. Combien de jours vous avez prévu? Maximum 80 jours. 80 jours. Ouais. Bon, peut-être ça se fera en moins, hein, et j'espère. Mais il faut quand même compter, il faut toujours avoir compter un maximum de jours pour la nourriture, pour ces choses-là. Après, si on réussit en moins, bon, bah d'accord, on s'est baladé avec quelques kilos en trop, mais bon, c'est fait.
Mais si on est sur la fin et que si on prend par exemple, je sais pas moi, pour la moitié, pour 40 jours de nourriture en se disant ouais on va aller à fond et puis on dépasse. Et bon déjà il faudra rationner. Et surtout c'est que bon on va être complètement fatigué, épuisé. Déjà ça va être une première condition une première raison pour échouer. Ensuite même si on est en pleine forme et tout et qu'on n'a pas assez de nourriture et qu'on peut pas avancer parce qu'on n'a plus de nourriture, voilà on s'en voudra quoi. Donc il faut partir avec assez pour. Alors pour l'Arctique, vous aviez relié le pôle Nord, 400 km. À peu près, ouais. Enfin un peu moins de 400 km, et ensuite du pôle Nord, vous avez relié une base. Exactement. Donc ce qui faisait en tout 400 km. À peu là, près, en Antarctique, ouais. vous avez donc 3200 km. 3500. 3500 pour relier, pareil, une base qui est habitée un petit peu constamment. Alors, j'ai d'abord de la côte jusqu'à la base Scott, la base Amundsen Scott. Parce que les autres, ils l'appellent Scott Amundsen, mais moi j'aime bien l'appeler Amundsen Scott, parce que c'est Amundsen qui est arrivé en premier. Et donc de la base russe Novo jusqu'à Amundsen, il y a 2400 km. Ensuite, de Amundsen Scott jusqu'à un endroit qui s'appelle Hercules Inlet, c'est la anse de Hercule, il y a 1100 km. Voilà. Donc ça fait un total de 3500. Et là, l'étape, vous y restez combien de temps? Pas longtemps. Hein. Juste le temps de prendre des photos, parce que là, il y a vraiment un pôle sud cérémoniel. Il y a quelque chose qui indique que c'est le pôle sud. Il y a une base américaine là-bas. Bon, mais j'y reste pas longtemps. D'abord, il faut que je minimise au maximum les contacts avec les gens là-bas. Il faut que j'accepte rien déjà, parce que sinon ça valide pas le label sans en totale autonomie, sans support. Ça déjà c'est important. Donc ça je resterai, je prendrai les photos, pour les partenaires, etc. Mais après tout de suite. Donc même pas une journée quoi en gros. Même pas. Ça dépend à quelle heure j'arrive. Hein. Si c'est la fin de journée, je planterai ma tente et je dormirai. Si c'est en moitié d'après-midi, le temps de prendre les photos, etc. Et puis je repars, je sais pas, peut-être une heure après. Quoi. C'est vraiment une étape psychologique, mais c'est pas vraiment une étape où vous allez rester pour reprendre un peu d'énergie. Ah non, il y a aucun intérêt à faire ça, hein, parce que il nous reste encore 1100 km à faire. Donc le plus tôt on part, mieux c'est. Hein. Donc sur l'Arctique, vous étiez complètement autonome, c'est-à-dire vous étiez à pied. Là, vous allez emporter quelques voiles quand même. Alors je vais prendre des voiles, oui, pour des kites, 3 kites et un ski sail. Et voilà. Ouais. Et je vais essayer de profiter un peu du vent sur le plateau antarctique. En espérant qu'il y en ait un petit peu. En espérant qu'il y en ait. C'est pas une garantie, on peut pas. Mais bon, on peut pas trop spéculer là-dessus, quoi. Faut aussi compter. Mais bon, il y en aura quand même, je pense, un peu. Quoi. Voilà, surtout sur les 80 jours, je pense qu'il y en aura. Donc il faut en profiter un maximum. Quoi. C'est-à-dire que même là, par contre, ça change les données. Du moins le comportement. On n'est plus dans l'histoire de routine. Voilà, il faut faire ses 8 heures, etc. Là, quand il y a du vent et on utilise les voiles, on essaie de faire le maximum de distance possible. Et même, je vais essayer de battre le record du monde, c'est possible, hein, de distance sur 24 heures. Voilà, qui est de 500 et quelques kilomètres à peu près. Donc si je peux le battre ce record, C'est un record qui s'est fait en Antarctique. Il s'est fait en Antarctique, oui. Et le record, c'est un ami, hein, c'est quelqu'un que je connais. Il s'appelle Ronny Finsos. On a travaillé 2 saisons d'hiver en Norvège au même endroit. Et avant lui, c'est un autre ami qui avait le record de 420 km à peu près, qui s'appelle Niklas Norman. Et lui qui a battu son record. Ils ont battu ses records dans des conditions différentes. Niklas Norman, lui, il a battu son record. C'était en route. C'était pendant la route en faisant une expédition. La traversée du Groenland du sud au nord. Voilà, avec 2 autres camarades à lui, Trygve et Carl Gustav. Donc ils ont atteint, ils ont atteint leur objectif et en route, voilà, ils ont battu le record, ils ont fait 420. Tout de suite après, il y avait Rune Finsos qui sont amis qui est ami avec Nicolas comme très bon ami, hein, on se connaît tous très bien. Et donc, il travaillait comme guide, il travaille toujours comme guide en Antarctique.
Un jour, il a décidé de vouloir battre ce record. Il a attendu la bonne fenêtre météo et puis il a attendu à la base Amundsen Scott et puis il y a eu une bonne fenêtre et puis il a battu. Voilà. Donc il y a une petite compétition un peu comme ça. Mais bon, ils ont un bon niveau. Hein. Ronnie Finsos, c'est un des meilleurs kiteurs, meilleur ski seller au monde. Mais Niklas Norman, lui, il a été couronné cette année 2 fois, pour la 2e fois, champion du monde de ski kite avec Carl Gustav. Donc il y a un bon niveau, il y a du niveau. Hein. Donc là, vous êtes entraîné en kitesurf. Où est-ce que vous avez fait ça? Ski kite, pardon. Ski kite, ouais. Vous avez passé cet entraînement à quel endroit? À Fins, un endroit qui s'appelle Fins. C'est là où on vivait tous. Hein. Niklas, Norman, Ronnie Finsos, on vivait tous là-bas. C'est un endroit où même Amundsen, Shackleton, tous ces gens-là s'entraînaient déjà il y a 100 ans pour les expéditions polaires. Parce que c'est un endroit qui se prête le plus. Il y a des précipitations. Moi, j'ai vu 2 mètres de neige qui sont tombés là-bas. C'est pour vous donner un autre idée, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Si vous regardez le film La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque, ça a été tourné là-bas. Voilà. D'ailleurs, l'hôtel où je travaillais, où Ronnie travaillait et où Niklas, la famille de Niklas sont propriétaires de l'hôtel. Il y a les acteurs comme Harrison Ford, tout ça, ils restaient tous à l'hôtel là-bas. George Lucas, et il y a encore même des fois il y a des souvenirs de l'époque, il y a encore des pièces des costumes qui sont encore à l'hôtel. Et donc c'est un endroit qui est vraiment qui est dur. Moi j'ai vu 2 mètres de neige tomber en une nuit là-bas. Donc c'est l'endroit qui se prête le mieux, et j'ai commencé ça il y avait quoi? C'était tout de suite après l'université de montagne. Ouais, c'était à peu près il y a 11 ans. Et c'est une activité qu'on pratique tous, quoi. Donc on s'entraîne pas spécifiquement à ça, on fait les activités qu'on a. Mais c'est un désert, il n'y a rien. C'est accessible seulement il y a seulement un train qui y va et puis c'est tout. Donc, à partir de où on peut y aller en fait? Bon, on peut la prendre de 2 endroits. Il n'y a que 2 endroits. On le prend du côté de Oslo. Si on atterrit par avion à Oslo. Et hop, on suit la route qui va, la ligne de chemin de fer qui va en direction de Bergen. Ou alors on atterrit à Bergen et c'est la même voie. Et là on prend la direction de Oslo. Voilà. C'est un super endroit, c'est un endroit magique. Et Salanesh, merci beaucoup d'avoir relaté votre expérience du pôle Nord. On attend avec impatience de votre retour du pôle Sud, de l'Antarctique. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.